un amendement de suppression déposé par la France insoumise. Madame Obono. Oui, en effet, nous nous opposons à l'ensemble de ce projet de loi, comme je le disais précédemment, comme nous nous sommes opposés depuis le début aux mesures que nous pensons être des mesures néfastes pour nos droits et libertés, mais également sans efficacité pérenne, pour le coup, face à la crise sanitaire. Et le fait, effectivement, que nous en soyons aujourd'hui à rediscuter de proroger cet état d'urgence, de notre point de vue, est révélateur, comme sur d'autres éléments de la stratégie sanitaire du gouvernement depuis 1 an et demi. Je le disais, nous souhaitons la suppression de ce texte, mais nous avons formulé un certain nombre de propositions, notamment, et ça faisait partie des amendements qui ont été malheureusement jugés irrecevables par la commission des lois, une véritable stratégie vaccinale face à l'urgence, une stratégie d'aller vers. C'est pourtant un terme qui a été beaucoup utilisé par le gouvernement et les porte-paroles de la majorité depuis le début de cette crise, mais qui s'appuie véritablement à la fois sur les ressources de la population et le fait de considérer que les citoyens et les citoyennes, les patients, les usagers du service public sont des acteurs et des actrices de leur santé. Et face à l'épidémie, et on sait, y compris en matière épidémiologique, que dans ces territoires, il y a une histoire de la santé et des réponses et des ressources des communautés face à cette santé. Et de notre point de vue, cette dimension est totalement absente. C'est également le cas dans l'Hexagone, malheureusement, mais c'est particulièrement criant également dans des territoires d'outre-mer qui font régulièrement en fait, face, y compris à un certain nombre d'autres épidémies. Et une véritable stratégie vaccinale qui s'appuie effectivement sur les soignants et les soignantes qui, je le rappelle, ont été parmi les premiers secteurs de la population, notamment dans les Antilles, à se mobiliser contre le pass sanitaire et qui, aujourd'hui, devraient être des acteurs et des actrices avec lesquels le gouvernement travaille, en reconsidérant les statuts, en investissant véritablement dans les infrastructures, mais qui font partie de celles et ceux aussi qui ont perdu toute confiance dans les capacités, en tout cas, de ce gouvernement de le faire. Voilà une des dimensions des propositions que nous formulons en alternative au choix que vous faites de proroger un état d'urgence sanitaire qui n'a de sanitaire que le nom. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Juste un élément en complément, je ne sais pas si ça fera changer d'avis les collègues, mais un autre des amendements que nous avions proposé portait sur la levée des brevets des vaccins, qui ont été considérés là aussi comme irrecevables, j'imagine, sans aucun lien avec le texte. Or, nous parlons ici de territoires ultramarins qui sont aujourd'hui l'expression du caractère universel de notre République, puisqu'il se retrouve dans tous les espaces de la planète, qui se retrouve dans des aires géographiques et en contact avec un certain nombre de pays du Grand Sud, de ce qu'on appelle du Grand Sud. Et ces pays sont actuellement, et parmi ces pays, je vous pense par exemple à l'Océanie et la région du sous-continent indien, mais on peut penser aussi à la Guyane et à l'Amérique du Sud. Un certain nombre de ces pays font face à des situations de crise encore plus aiguës. La logique que nous défendons depuis le début, dans la levée des brevets sur les vaccins, c'est que tant que l'ensemble de la planète n'a pas accès à ces moyens, nous ne serons pas en sécurité sanitaire et nous ne serons pas en capacité de mettre un terme à cette épidémie. Refuser de lever les vaccins, c'est faire en sorte que ces territoires d'outre-mer, qui sont dans des bassins de vie, d'échange, de circulation, avec un certain nombre de ces États et de ces pays sous tension épidémique particulièrement fort, risquent d'être à nouveau
en proie à des pics comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Voilà un exemple de la logique absolument absurde de notre point de vue, de la position maintenue par la France en refusant de mener cette bataille au niveau international. Et voilà un des exemples de la cohérence des propositions que nous formulons depuis le début. Nous vous écoutons. Merci Madame la Présidente. En effet, nous souhaitions déposer ces amendements pour avoir la possibilité d'intervenir sur chacun des territoires concernés. Cela a été dit, les Outre-mer sont un espace de notre pays marqué par un certain nombre de spécificités, des situations, y compris sanitaires, très, très différentes. Mais ce qui est commun à ces territoires, cela a été dit aussi, c'est l'état de décalage qui y existe sur l'ensemble des paramètres, non seulement de santé sanitaire, mais aussi économiques, sociaux, et qui sont la matrice, de notre point de vue, de l'intensification de cette crise-là, mais comme d'autres également. Et de ce point de vue, il est important de regarder dans le détail, pour avoir y compris une réponse adaptée, quelles sont ces spécificités et quels sont aussi le type de politique qu'il faudrait mener. Dans le cas de ce premier amendement qui porte sur la Guyane, nous rappelons que la longue période d'urgence dans laquelle nous vivons encore, n'a malheureusement pas été mise à profit pour planifier et mettre en œuvre les réponses nécessaires. Alors, notamment, par exemple, en termes de stratégie vaccinale. Au 18 août, seuls 24% des Guyanaises et Guyanais avaient reçu une dose contre 71% pour l'Hexagone. Rappelons aussi sur la situation en Guyane, un des éléments marquants du manque d'infrastructures sanitaires et du coup, y compris de la capacité de mener une véritable politique d'aller vers, une véritable politique de mobilisation des citoyens. Il existe, selon les chiffres que nous avons pu nous procurer, 35 lits d'hôpitaux pour 100 000 habitants et 38 places en réanimation Je en vous tout, remercie, Madame ce qui fait de ces territoires un des nombreux déserts médicaux de notre Merci Madame la Présidente. C'est une argumentation similaire avec les particularités des Antilles, puisque les taux d'incidence pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy, par exemple, apparaissent plus faibles qu'en Guadeloupe, où ils sont néanmoins élevés. Les contaminations en Guadeloupe atteignent des sommets avec 1885 pour 100 000 habitants dans le dernier bulletin, qui est un taux qui est repassé sous la barre des 2000, mais qui reste important. Et la situation en Guadeloupe est particulièrement éclairante de notre point de vue, de l'ensemble de notre propos, puisque, cela a été dit, depuis très longtemps, les soignants et les autorités, un certain nombre d'élus, alertent sur l'état absolument déplorable des infrastructures sanitaires. Moi-même, dès 2018, à l'occasion d'un déplacement en Guadeloupe, où j'ai pu rencontrer un certain nombre de ces différents acteurs de la santé, acteurs et actrices de la santé, avait interpellé la ministre des Outre-mer lors d'une question d'actualité, en parlant notamment sur la question de l'hôpital et des infrastructures sanitaires, d'une crise sanitaire qui perdurait depuis bien longtemps. 3 ans plus tard, la crise épidémique est là et il apparaît que les moyens n'ont pas été mis pour aider à ce que se reconstruise un tissu médical, un tissu sanitaire qui aurait permis de mieux protéger la population. Voilà pourquoi, de notre point de vue, nous pensons que la réponse de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire telle que la met en œuvre le gouvernement sur ces territoires est inadaptée et qu'il faudrait mettre en œuvre une autre politique comme nous le proposons régulièrement.
Oui, alors il y a le 6, il y a Saint-Pierre-Miquelon, Madame la Présidente, le 6, 7, 8, je crois, le 6 et 7. Alors, voilà. Et bon, je vais faire un ensemble global sur Saint-Pierre-Miquelon et Wallis et Futuna. Ce sont des territoires où il y a peu de cas actuellement. Il faut s'en féliciter. Mais je vous rappelle aussi qu'au tout début de la crise sanitaire, les territoires d'outre-mer n'avaient pas été frappés de la même manière et on se félicitait qu'un certain nombre de territoires étaient peu affectés et que les choses ont malheureusement changé pour arriver à cette situation. Et donc, de notre point de vue, encore une fois, il s'agit, si l'on veut prévenir, si l'on veut anticiper les risques de vagues. On parle aujourd'hui d'un nouveau variant qui arriverait d'Afrique du Sud. On parle, et on sait qu'il va y avoir, et qu'il risque d'avoir d'autres vagues, certainement, et on l'espère, beaucoup moins importantes, puissantes et dangereuses que les précédentes. Et je le rappelais, la situation géographique de ces territoires font qu'ils sont aussi particulièrement vulnérables à ces risques épidémiques. Et de notre point de vue, pour ces territoires comme pour l'ensemble, la réponse d'un état d'urgence sanitaire est inadéquate, notamment au regard de la réalité des conditions sanitaires, structurelles actuelles de ces territoires. Je vous remercie, Madame Obono. Oui, je voulais expliciter un certain nombre des propositions que nous faisons, parce qu'il nous semble que en fait, la réponse sanitaire est comprise de la part du gouvernement et de la majorité depuis le début de la crise d'un point de vue techniciste et sans prendre en compte en fait la nécessité d'avoir une approche globale de la réponse à l'urgence sanitaire en s'appuyant sur une stratégie de santé publique globale. Et que de notre point de vue, ce ne sont pas, peut-être comme ce que j'ai compris du propos un peu peut-être du collègue Le Seul, ce ne sont pas des mesures complémentaires qu'il s'agit de mettre en œuvre. Il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des mesures que nous proposons, comme le fait que la France œuvre à l'échelle internationale à la levée des brevets ou à leur soumission à un régime de licence obligatoire, qu'on mette en place un pôle public du médicament, qu'on inscrive le principe dit de l'aller vers avec un contenu très concret, comme je le disais, autour des notions de santé communautaire, de démocratie sanitaire, que l'on mette en place la société de roulement dans les écoles, les collèges, les lycées. On a parlé de la situation à Mayotte, qui malheureusement a fait l'expérience de ce type de dispositif, étant donné l'état des infrastructures scolaires, mais où on voit que ce sont des pratiques qui peuvent servir dans des situations d'urgence, pour le coup, qui ne devraient pas être la norme dans aucun territoire, mais qui marchent. L'abrogation de l'état d'urgence et du pass sanitaire n'est pas une non-réponse, mais l'ensemble des propositions comme à nouveau la mise en place des purificateurs d'air et capteurs de CO2 dans l'ensemble des salles de spectacle, de cinéma, de musées, qui permettraient de maintenir des liens sociaux et une sociabilité importante. La gratuité des tests, la situation économique et le niveau de pauvreté et de chômage dans ces territoires nécessitent de maintenir la gratuité des tests si on veut pouvoir isoler, tracer et prévenir la diffusion de foyers. Mettre en place un rapport sur l'augmentation du coût de la vie quotidienne pour les habitants des territoires d'outre-mer depuis la première déclaration de l'état d'urgence sanitaire, de notre point de vue, est crucial. Ce n'est pas complémentaire, c'est crucial si on veut pouvoir, y compris dans les prochains débats que nous aurons sur le budget à cet automne, apporter une réponse précise à des populations qui sont déjà désavantagées au niveau économique. Donc voilà le sens de notre intervention et de notre opposition sur ce texte qui porte des propositions alternatives d'une véritable politique d'urgence face à la crise sanitaire.
Madame Obono. Oui, effectivement, Madame la Présidente, nous souhaitions interpeller l'Assemblée sur cette problématique comme nous l'avons fait et d'autres par ailleurs l'ont fait ces dernières semaines et sur l'ensemble de notre mandat. Je pense notamment dans le cadre de la commission d'enquête que nous avons proposée et menée avec le président Serva sur ce sujet. Et la question de l'eau, de notre point de vue, ça apparaît d'autant plus crucial dans une situation épidémique où une des consignes qui est rappelée depuis le début, c'est le fait de maintenir un certain nombre de gestes barrières et le premier d'entre ces gestes étant le simple fait de se laver les mains. Or, ce simple fait qui apparaît comme presque anodin pour beaucoup de nos concitoyens ne l'est pas pour encore trop d'entre eux, en particulier dans les territoires d'outre-mer. Rappelons qu'en France hexagonale, 1,4 million de personnes n'ont pas accès à des services d'alimentation d'eau domestique. S'agissant des outre-mer, plus de 16 000 Guyanais et 7 000 Réunionnais recueillent leur eau de boisson directement à partir de sources d'eau de surface. En Guadeloupe, certaines personnes n'ont pas d'eau depuis 6 ans. Les conséquences de cette carence sont catastrophiques à plusieurs niveaux et c'est une des raisons pour lesquelles nous avions fait cette proposition de commission d'enquête qui a permis de remettre en lumière un certain nombre de constats portés d'ailleurs par les citoyens et citoyennes LZEM même depuis des années, par un certain nombre d'élus locaux, à savoir que dans la réalité à laquelle font face aujourd'hui nos concitoyens dans ces territoires, des enfants ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an car il n'y a plus d'eau à l'école. Des familles reçoivent par ailleurs des factures exorbitantes et se retrouvent plongées dans des situations financières impossibles alors que le service de l'eau est absolument catastrophique. Nous avons 1 litre sur 2 d'eau qui est gaspillé en termes de fluide parce que les moyens ne sont pas mis suffisamment dans l'infrastructure. Bref, le constat est édifiant. Et de notre point de vue, dans cette situation épidémique extrêmement grave, il est important de se pencher sur cette question et d'apporter des réponses. Voilà pourquoi nous faisons cette proposition qui permettrait d'apporter un certain nombre de réponses en s'appuyant par ailleurs sur les initiatives qui existent aujourd'hui. C'est le sens de ces deux amendements. Monsieur le rapporteur. Ce sont 3 amendements qui portent sur la nécessité de donner les moyens, en premier lieu, aux soignants et aux soignantes de faire face à cette crise et de faire face aux complications sanitaires de cette crise en menant un travail sur la sanctuarisation de la santé dans les territoires d'outre-mer pendant la période d'urgence sanitaire. Un rapport qui détaillerait les moyens spécifiques à allouer à ces territoires dans le secteur de la santé. Un autre qui porterait sur la mise en place d'un plan d'urgence pour les hôpitaux dans les territoires d'outre-mer. Et un troisième sur la question de la précarité et de la nécessité, de ce point de vue, de pouvoir répondre en s'appuyant notamment sur les éléments que nous avions présentés lors de notre rapport de commission d'enquête. Je voulais insister donc, notamment sur la question sanitaire, puisque c'est précisément l'objet de ce texte, au-delà des questions de précarité générale, puisque comme je l'ai dit,
aux Antilles et lors des manifestations nombreuses qui ont eu lieu contre le pass sanitaire, les soignants et les soignantes ont été parmi les premiers et énormément d'entre elles et eux ont été mobilisés. Ça fait des années que ces secteurs interpellent le gouvernement sur leurs conditions de travail, sur leur statut, n'ont pas reçu les réponses adéquates. Et s'il y a une urgence, de notre point de vue sanitaire, c'est celle qu'il y a à répondre à leur situation. Voilà pourquoi nous le proposons sous la forme d'un rapport, puisque le cadre parlementaire ne nous permet pas de faire des propositions plus précises. Nous en rediscuterons certainement lors des débats budgétaires, mais il nous semble que tant qu'à avoir ce texte dit technique, autant apporter des réponses précises sur ces questions qui, encore une fois, sont portées depuis très longtemps par les soignants et les soignantes notamment. Et un des facteurs aussi de défiance de la population dans ces territoires et ailleurs, c'est le manque de réponses très concrètes apportées à ces questions.